Alors dans cet épisode, vous avez pu voir un peu toute la vie quotidienne de nous, scientifiques, quand on est sur le terrain. Et puis bon, sous la douche, on a aussi une sacrée biodiversité quand même. Ça fait mal. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'expédition scientifique à Madagascar, en plein milieu, comme vous pouvez voir, de la forêt tropicale, pendant que je suis en train de me casser la figure. Alors dans cet épisode, on continue un peu le protocole qu'on avait déployé dans les épisodes précédents pour notre étude scientifique. Alors oui, la science c'est un peu répétitif, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire pour acquérir beaucoup de données et pour pouvoir arriver à des conclusions qui se rapprochent de la réalité. Et c'est surtout très important en écologie. Donc aujourd'hui, on continue et puis je vais en profiter aussi pour vous parler un peu de l'endroit où on est, de toute la biodiversité qu'on peut trouver, parce que comme vous avez pu voir, si vous avez suivi les épisodes précédents, c'est extrêmement riche en biodiversité. Vous verrez, il s'en passe des choses. Si je peux m'émerveiller et vous partager autant d'images de biodiversité, c'est parce que Madagascar est ce que l'on nomme un hotspot de biodiversité. Au nombre de 36, ces hotspots ne couvrent que 2,4% de la surface de la Terre, mais contiendraient 75% des espèces les plus menacées et plus de 50% des plantes et 43% des vertébrés terrestres. Ce sont des zones géographiques qui présentent donc une richesse élevée en espèces faunistiques et floristiques, mais qui encourent des risques d'extinction importants à court terme. Effectivement, ces milieux fragiles ont déjà subi de fortes pertes et présentent 30% au moins de la végétation d'origine. À Madagascar, on peut donc observer toute une biodiversité riche, unique, mais vulnérable. Bon voilà, la biodiversité, elle est relativement de grande taille, n'est-ce pas, à Madagascar. Vous voyez les bestioles, vous voyez ma main. Voilà, les blattes souffleuses de Madagascar. Le nom scientifique se marque en bas parce que je ne le connais pas vraiment par cœur, étant donné qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est la taille des cafards du pays. Ça fait pas rire. Ici on a une illustration de la dure loi de la jungle, on va dire ça comme ça. Manger ou être mangé, puisque le phasme juste devant là, qui devait tranquillement être en train de manger ses feuilles, a dû tomber directement dans une toile d'araignée. Et en fait, ici, juste là, c'est l'araignée. Voilà. Ici, juste là, on a l'araignée qui... Alors, est-ce que je vais arriver à la faire sortir? Bref, elle utilise une petite feuille pour se protéger. C'est un comportement qui est relativement assez intéressant. Mais donc, du coup, elle va se planquer à l'intérieur pour éviter que les oiseaux, je pense, ne puissent la manger et en même temps pouvoir se camoufler face à ses futures proies. Donc là, le phasme, pour le coup, a absolument pas eu de chance. Mais l'araignée, pour le coup, elle va pouvoir bien manger. Ça va lui faire de bonnes réserves. Voilà, ça, c'est quand on travaille directement sur le terrain. On est confronté directement à de la faune locale, elle est plus ou moins mignonne.
Alors dans la forêt, encore plus qu'ailleurs, il faut absolument savoir où est-ce qu'on met les pieds, c'est super important. Comme là, je sais pas si vous la voyez sur l'image, mais en tout cas c'est une belle araignée. Alors j'imagine qu'elle doit pas être super dangereuse, mais ça fait toujours quand même bizarre quand on voit apparaître un truc comme ça, un peu venu de nulle part. Alors je vous avais promis des sacrées rencontres dans cet épisode, pour l'instant c'est le cas, voilà. Là on a une petite couleuvre, enfin petite par rapport au python qu'on a croisé dans l'épisode 1. Mais donc voilà, ici une petite couleuvre qui est en train de chasser tranquillement, en plein milieu du quadra, donc faut faire gaffe où on met les pieds. Elle est absolument inoffensive pour nous, mais c'est quand même assez impressionnant de croiser ce genre de bestiole sur son lieu de travail. Je crois que je me suis fait un nouveau copain, là j'ai un petit gecko qui m'a tranquillement monté sur la jambe pendant que j'étais en train de prospecter. Tout mimi, juste là, voilà, hop là. Coucou toi. Alors là, ce que je vous montre, c'est ni plus ni moins qu'un un mille pattes qui s'est recouvert sur lui-même pour se protéger. Donc voilà, ça forme une petite boule. Bon, on peut voir quand même que la taille de la bestiole est assez impressionnante. Bon, comme c'est la règle en milieu tropical, je vous rappelle ma vidéo que j'ai faite où je vous parlais un peu des différences de taille en milieu tropical. Donc ici, voilà, l'exemple même, ça, c'est la taille d'un mille pattes. Et là vous avez aussi un autre individu de mille pattes, bon c'est pas du tout la même espèce, on en voit beaucoup plus ceux-là. Bon là c'est un petit, si je pose ma main voilà, à côté, celui-là est relativement petit, mais je vais arriver à vous trouver des spécimens qui sont bien plus gros. Voilà, je vous avais promis un plus gros myriapode, voilà, celui-là il fait 20 cm, voilà, juste pour dire, un bon petit bestiau quand même. Alors voilà mon meilleur ami, si vous avez suivi l'épisode précédent, je m'étais planté une trentaine d'épines de ce cocon là directement dans la main parce que il faut faire attention où on pose nos mains en milieu tropical parce que au-delà voilà, du risque des araignées, des scorpions et des serpents, on a aussi ce genre de cocon qui se protège des prédateurs avec des aiguilles qui sont relativement impressionnantes. Je tiens aussi à souligner que ces aiguilles font particulièrement mal, notamment lorsqu'on les enlève puisqu'elles ont des petits crochets au bout qui permettent à bien rester dans la peau et des fois elles cassent, on en garde quelques millimètres dans la peau et il n'y a plus qu'à attendre qu'elles sortent par elles-mêmes. Donc là, ce qu'on a devant, c'est une grosse termitière. Alors les termites, je vous rappelle, sont des insectes qui sont peut-être assez méconnus en métropole, même s'ils peuvent occasionner quelques dégâts. Mais ici, donc, ils sont assez importants. Donc d'ailleurs, on dit un termite. Ils sont assez importants puisqu'ils participent en fait à la dégradation du bois mort. Et c'est redoutable du coup en milieu tropical puisque tout le bois qui va tomber va être rongé et permettre en fait aux termites de pouvoir s'alimenter et en même temps de participer un peu au nettoyage de la forêt. Voilà, les termites, on va les appeler un peu les nettoyeurs de la forêt. Ici, on a une termitière qui est relativement assez grande. Elle doit faire dans les 1,5 m de haut. Donc c'est quand même un sacré nid. En plus, la colonie est bien sans terre. Alors voici nos chers termites là qui sont en train de se nourrir du bois en putréfaction.
qui sont donc en train de nettoyer la forêt. Mais tout ça, eh bien, on en reparlera très prochainement dans une prochaine vidéo. Alors on continue un peu sur la catégorie des insectes sociaux utiles, avec bien sûr les fourmis juste ici. Une grosse entrée de fourmilière juste ici. Donc les fourmis, elles vont participer bien sûr au nettoyage de la forêt en charriant énormément de choses. Elles peuvent charrier jusqu'à 100 kg de protéines animales par an. Alors ça, c'est en milieu tempéré. Alors on peut imaginer qu'en milieu tropical, là où la biomasse est bien supérieure, les fourmis vont pouvoir charrier beaucoup plus de matière. Et bien voilà, c'est au cœur de cette forêt de Kirindi, cette forêt sèche de Kirindi, en plein cœur du hotspot de biodiversité de Madagascar, que prend fin cet épisode, mais aussi toute cette aventure scientifique dans laquelle je vous ai emmené. Alors comme vous pouvez voir derrière moi se trouve mon objet d'étude jusqu'à maintenant, ce baobab qui est relativement grand. On l'a mesuré 3,20 m de circonférence. Bref. Il nous aura bien occupé, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu suivre un peu tout ça. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi assidûment cette expédition. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire et sur tous mes réseaux que je vous affiche un peu partout. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions, je pourrais faire une vidéo un peu débrief sur cette expédition, un peu plus posée, parce que vous voyez, là je suis encore sur le terrain, c'est le dernier jour. Vous pouvez me poser des questions un peu sur tout, à la fois sur le caractère scientifique de cette expédition, sur les baobabs, sur la faune, la flore que vous avez pu voir au travers de mes différentes images, mais aussi sur la vie quotidienne, parce que c'était un peu le but de cette série de vidéos, c'était de vous présenter en fait tout ce qui se passe autour d'une expédition scientifique, les dessous d'une expédition scientifique, alors forcément dans un cadre absolument magnifique. Là je tourne ce plan alors que voilà, j'entends plein de chants d'oiseaux, je vois bouger plein de bestioles partout. Alors pour moi c'était vraiment un vrai plaisir d'être ici. Bon, sur un temps très court, ça a été très intense comme vous avez pu le voir, mais aussi j'espère que je suis arrivé à vous partager un peu à la fois ma passion qui va bientôt devenir mon boulot et voilà tout en fait le travail d'un scientifique sur le terrain. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux pour retrouver à la fois mes vidéos, mes photos, mais aussi quelques news à propos de mes futurs projets, des projets qui sont en cours. Et bien d'ici la prochaine vidéo, moi je serai retourné sur l'île de la Réunion. Exactement 2 jours de voyage à l'inverse du premier épisode, donc vive le taxi brousse. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine, partez à l'aventure et surtout restez curieux.